Du Trisac. L'original. Du Trisac. Votre plaisir coupable. Bonjour tout le monde. Comme Mme Villeneuve l'a mentionné tantôt, nous sommes le 26 mars 2025. J'espère mercredi. Que vous allez bien. C'est mercredi, hein? Oui. OK. C'est bon. Hier, j'ai essayé de regarder le Canadien. Je suis arrivé en retard. C'était 4-1. Oh. Non, pas ce Ben soir. non. Pourquoi Non. s'infliger ça? Ouais, exactement. T'as fait autre chose? J'ai regardé un épisode d'une série que je suis avec mon plus jeune, qui est Better Call Saul. Ah, je connais pas. Qui est comme un dérivé de la série avec Walter White, là, qui est le vendeur de drogue. J'ai un blanc. Bref, on a regardé ça hier soir. Breaking Bad. Breaking Bad, merci. Voilà. Fait que on a regardé ça, on regarde ça épisode par épisode. Puis ça nous change les idées, puis Ben ça oui. pratique son anglais. En plus. En plus, ça va faire plaisir à tous les indépendantistes, que je dis. À midi, à 1h moins 5, 1h à peu près. On n'est pas à minute près ici à l'émission, là. Entrevue avec Stéphane Parent, qui est auteur, puis on va revenir sur la disparition de Cédrica Provencher en 2007, en juillet 2007. Puis on veut savoir qui a commis ce crime horrible. On en soupçonne un, mais on n'a pas de preuves. Puis là, il paraît que l'intelligence artificielle pourrait nous aider. On va lui parler vers 13h, parce que ça ferait du bien à tout le monde que cet enfoiré-là soit attrapé et qu'il soit mis en prison jusqu'à la fin de ses jours. Je dis ça, je veux pas scraper la journée, là. Tu sais, il est juste 11 heures, mais une pensée qui me traverse l'esprit. Daniel Breton, président directeur général de Mobilité électrique Canada. Là, on cherche les avantages à être en voiture électrique. Je comprends que ça coûte moins cher. Moi, j'en ai une à essence puis une électrique. Ça coûte moins cher, mais ça va coûter moins cher, de moins en moins cher, de moins en moins longtemps, parce que là, tout à coup, les privilèges que les voitures électriques avaient, ça, c'est sans parler des Tesla qui se font faire des doigts d'honneur puis qui se font cracher dessus, ben là, ils sont en train de disparaître là, d'un point de vue financier. Là. On va nous charger 125$ de plus pour entretenir les routes. OK, parfait, mais pouvez-vous nous assurer que ça va être entretenu, les routes? Si je t'envoie l'argent, vas-tu faire la job? On va en parler dans un instant, d'ailleurs. Et Francis Alain, à 11h30, Alexandre Dubé est absent aujourd'hui du Journal de Montréal, va nous parler de la crypto-monnaie. Puis cette entourloupette de Donald Trump a créé sa propre crypto-monnaie qui vaut du 1 pour 1 pour le dollar américain, mais il est le président du pays. Puis lui, finalement, il compétitionne avec le dollar. Il va toujours me renverser, ce vieux monsieur-là. Dans un moment, on va parler à Renaud Brassard, qui est vice-président aux communications à l'Institut économique de Montréal. Mais tout d'abord, Maxime Fortin est avec nous, chercheur à l'Institut de recherche et d'information socio-économique, ce qu'on appelle l'IRIS. Monsieur Fortin, bonjour. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Dis donc, moi, je veux pas me chicaner ce matin, je veux juste comprendre, il y a la gauche, il y a la droite, puis vos réactions, chacun de votre côté, au budget qu'on a présenté hier, grâce à M. Girard, puis avoir vos grandes... Tu sais, que nous, on ait les quelques arguments pour penser autrement que selon la chambre d'écho qu'on fréquente. Alors moi, c'est pour ça que je veux avoir vos deux perceptions du même budget. Alors vous, d'abord, M. Fortin, quelles sont vos réactions, là? Qu'est-ce que vous avez noté? Ben, c'est sûr que, à peu près comme tout le monde, on a noté que c'était un budget déficitaire, mais ce qu'on a d'abord remarqué, c'est que c'est un budget austéritaire. C'est un budget qui nous amène vers une austérité qu'on va connaître dans les prochaines années, notamment puisque les montants octroyés ne couvrent pas l'évolution des coûts de système. Donc, on a bien beau continuer de mettre de l'argent, si on ne met pas assez d'argent et que ne serait-ce que l'inflation fait en sorte qu'on se retrouve en austérité. Donc, on va se retrouver en austérité de facto, même si on n'entre pas directement dans des périodes de compression. Et avoir le ton de Sonia Lebel hier en conférence de presse, je dirais qu'on s'enligne vers une logique de compression dans les prochaines années.
Là, il faut dire, les revenus du gouvernement, c'est dans votre texte, du gouvernement québécois s'élèveront à 156 milliards et quelques en 2025-2026. Les dépenses, là, je ne sais pas, moi, je suis un cabochon, là, vraiment. Mais tu sais, tu as 156 piastres qui rentrent, puis tu en as 165 qui sortent. Tu te dis, j'arriverai pas à la fin du mois, là. Je dirais qu'il y a une grande irresponsabilité de plusieurs États depuis plusieurs années, depuis plusieurs décennies par rapport à la question des revenus, non pas par rapport à la question des dépenses. On s'est beaucoup focalisé sur la question des dépenses et pendant bien des années, on se disait que bon, l'argent, ça pousse pas dans les arbres, puis bon, faut économiser, faut rationaliser, faut optimiser. Mais ce qui est resté dans l'angle mort, c'est la question des revenus. Il y a une forme de tabou de plus en plus de la part des gouvernements à aller chercher les sommes dont ils ont besoin pour financer les services. Et on le voit encore hier, le ministre nous annonce une réforme de la fiscalité, des ajustements fiscaux, mais c'est assez peu ambitieux. On parle de 3 milliards là, sur 5 ans, ne serait-ce que ce qu'on propose à l'IRIS avec l'impôt sur le patrimoine, ben, ça nous permettrait d'aller chercher 6 milliards. Donc, à quelque part, il faut que les États se dotent des moyens pour aller chercher les revenus qui vont lui permettre de financer les services. OK, mais attendez, là, oui, ça passe. L'impôt sur le patrimoine, c'est quoi? Pour que les gens comprennent bien. Oui, ça serait tout simplement de faire un impôt pour les ménages les plus riches, comme par exemple, si on prend le 10% les plus riches, les gens qui ont des actifs de plus de 1,8 million de dollars, ben il y aura un impôt progressif, il y aura une ponction de leur revenu qui irait dans le trésor public. C'est de ramener des éléments de progressivité dans les impôts. On a beaucoup démonisé les impôts dans les dernières années. Or, il n'y a aucun État qui peut fonctionner sans impôts. Du côté de l'IRIS, on est beaucoup moins favorable aux taxes, mais du côté de l'imposition des privilégiés des grandes entreprises, c'est quelque chose qu'on faisait dans les années 50, 60 et 70 et qu'on a arrêté de faire et on en paie le prix et on en paie chèrement le prix actuellement. Vous avez écrit, rappelons que malgré ce déficit, la dette, on parle de 13 milliards, 14 milliards, la dette nette ne représente que 40% du PIB, alors que cette proportion s'élevait à 52% il y a 10 ans. Vous mettez ça en contexte, là, en fonction du PIB. Oui. Oui, donc évidemment, donc il y a plusieurs personnes hier qui parlaient de déficit record, donc les chiffres absolus. Bon, quand on regarde les chiffres absolus, c'est sûr que ça peut être inquiétant, mais par rapport à l'endettement, on n'est pas dans une situation de perte de contrôle. Tu sais, si on regarde la situation du Québec, du Canada, l'endettement au Québec, l'endettement au Canada n'est pas quelque chose qui est en train de sortir des rails. Évidemment, l'endettement n'est pas une bonne chose en soi, mais il n'y a pas lieu de paniquer par rapport à la dette et par rapport à la dette et au déficit au Québec et au Canada. Ça, j'ai de la misère avec ça, ce propos-là, M. Fortin, parce que je pense à nos enfants. Puis quand tu as le prix Nobel de l'économie, vous connaissez Justin Trudeau, qui souffre de dyscalculie, qui a doublé la dette en 9 ans et demi. Tu sais, je veux dire, on peut pas non plus dire c'est pas grave, puis les enfants paieront ce qu'on doit, là. Ben, en même temps, les enfants paient chèrement les bris de service, les coupures dans les services. Les coupures libérales qu'il y a eu dans les années 90 sont en partie responsables de la crise du logement qu'on vit actuellement. Donc, en ce moment, il y a plein d'enfants qui n'ont pas de toit et c'est en raison des coupures qu'il y a eu il y a plusieurs années. Donc, il faut faire attention avec cette question-là de la responsabilité, puisque... non, mais je parle des enfants quand ils vont être plus vieux, quand eux autres vont travailler, puis quand eux autres vont payer des impôts, puis qu'ils peuvent pas se payer une maison, ils peuvent pas, tu sais, bientôt, ils pourront plus se payer. Je sais pas ce qu'ils vont pouvoir se payer, parce que tout augmente tellement. Vous savez, moi, je pense à long terme, la dette, c'est pas une bonne nouvelle. Ben, à long terme, ce qu'il faut aussi, c'est des politiques structurantes. On ne sortira pas du marasme économique avec des mesures d'urgence des plans d'urgence sur plans d'urgence. Donc, il faut des politiques pour soutenir des modèles économiques qui soient plus viables. Donc, à quelque part... Je veux vous ramener là, dans le budget là, parce que je suis en train de me rendre compte qu'on s'égare. Là. Vous avez écrit, il y a une douzaine de mesures qui rapporteront des sommes inférieures à 1 million de dollars. Tu vas pas régler une dette de 13 milliards avec des mesures comme ça. Qu'est-ce que ça vous dit, ça?
Ben, ça nous dit qu'il y a une volonté affichée, mais qu'il n'y a pas de réel courage politique pour la concrétiser. Et ça nous dit aussi que cette focalisation sur la dette nous éloigne de mettre la priorité sur les revenus. Donc, quand on est constamment dans la réflexion sur comment colmater la dette, on ne réfléchit pas assez à comment on pourrait avoir des revenus viables, comment on pourrait stabiliser les sources de revenus. Donc, nous, plutôt que de paniquer par rapport à la dette, ce qu'on propose, c'est vraiment de mettre en place des formes de revenus qui permettent à l'État de plus constamment faire des déficits. L'abolition du bouclier fiscal, ça vous convient, ça? Ça, et je vous dirais qu'il y a plusieurs personnes qui sont très inquiètes par cette mesure. C'est quelque chose qu'on n'a pas eu le temps de creuser, mais qui, oui, nous inquiétait. C'est un crédit d'impôt qui dédommageait les travailleurs à plus faible revenu. Oui, cette mesure-là, il est clair que pour les personnes moins nanties, ça peut poser problème. Et c'est une mesure qu'on n'a pas eu le temps de creuser, mais qu'on regarde vraiment du coin de l'œil. OK. En conclusion, Maxime Fortin, qu'est-ce que vous, là, de l'IRIS, qu'est-ce que vous retenez du budget? Quelle note vous lui donnez à Éric Girard sur 10, juste pour conclure? On donnerait très clairement pas la note de passage. Je pense qu'on peut pas aller plus loin qu'un 4. OK. Je veux dire, il y a eu de pires budgets. Le ministre aurait pu se jeter carrément dans une logique austéritaire. Donc, on va y aller avec un 4. Avec un 4. Puis, sur quoi Éric Girard aurait pu travailler davantage? Je l'ai mentionné, la question des revenus. Puis aussi au niveau de santé éducation, au niveau de l'éducation, il y a certaines idées qui reviennent sur qui reviennent sur le plancher, dont on est un peu surpris. Par contre, on peut je vais mentionner un bon coup. Le gouvernement a l'air d'être très convaincu de vouloir limiter le recours aux agences de placement privées en santé. Et ça, on le félicite parce que c'était vraiment le temps qu'ils réagissent par rapport à cette question. Parfait. C'est noté. Maxime Fortin de l'IRIS. Merci. On a aussi Renaud Brassard qui est avec nous, VP aux communications de l'Institut économique de Montréal, l'IEDM. Monsieur Brassard, bonjour. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Les mêmes questions. Qu'est-ce que vous retenez de ce budget d'Éric Girard? Ben écoutez, ce qu'on retient d'Éric Girard, en fait, en général, c'est qu'il est très, très, très bon pour nous trouver des excuses pour faire des déficits. Il y a malheureusement beaucoup plus de difficultés à trouver du gaspillage dans le gouvernement du Québec et à éliminer des dépenses superflues. Vous savez, ça a fait les manchettes. Ce budget-ci, c'est le plus grand déficit de l'histoire du Québec à 13,6 milliards. Ce qu'on oublie par contre, le numéro 2 puis le numéro 3, c'est aussi Éric Girard avec les budgets de 2020-21. Puis bon, on comprend, il y a la pandémie, mais aussi avec le budget de l'an dernier qui a fini avec 10,4 milliards de déficit. Malheureusement, ce qu'on voit avec la CAQ, c'est qu'il y a donc une grande augmentation des dépenses qui a eu lieu, donc plus de 60%, près de 60% d'augmentation depuis qu'il est au pouvoir, et un plan de retour à l'équilibre budgétaire qui repose essentiellement sur des fabulations. Sur des fabulations. Parce qu'Éric Girard compte sur le fait que Donald Trump va retrouver ses esprits, puis il va laisser faire les tarifs de 25%, parce que c'est là-dessus qu'il se base, là. En fait, il y a plusieurs dans son budget qui sont un peu fausses là-dessus. La première, c'est qu'il compte encore sur le gouvernement fédéral pour augmenter l'impôt sur les gains en capital et pouvoir l'harmoniser. Donc, il y a encore en 2029-2030 un 750 millions de dollars de revenus que le gouvernement pense aller tirer de ça. Je veux dire, je ne sais pas si le ministre a suivi les nouvelles, mais Mark Carney a dit qu'il n'irait pas de l'avant avec ça. Pierre Poilievre a dit qu'il n'irait pas de l'avant avec ça. C'est très, très clair que ce n'est pas quelque chose qui va arriver au fédéral, cette hausse d'impôt. Donc, dans ce contexte-là, de dire, écoutez, on compte sur 750 millions de revenus qui ne viendront pas pour équilibrer le budget, ça m'apparaît un peu douteux. Et en plus, il y a aussi ce fameux écart résorbé où le ministre dit essentiellement, on a un 2,5 milliards de dollars qu'il faut qu'on trouve en 2029-30, mais on ne sait pas comment on va faire. On va soit demander à Ottawa, puis essayer, je ne sais pas si vous avez vu l'état des finances à Ottawa, mais il n'y a pas beaucoup d'argent à aller chercher là. Ouais. Ou encore, on va essayer de trouver des
d'efficacité dans le gouvernement, ce qui est une bonne chose. Je suis sûr qu'ils peuvent trouver 2,5 milliards au moins de dépenses à couper. Mais quand on regarde la façon que la CAQ opère depuis 6 ans, depuis 7 ans, disons que je ne retiendrai pas mon souffle là-dessus. Est-ce que, d'après vous, M. Brassard, Éric Girard prend ses rêves pour de la réalité quand il prévoit que le Québec va retourner au déficit zéro d'ici 5 ans? Le Québec pourrait retourner au déficit zéro d'ici 5 ans. Malheureusement, j'ai pas l'impression que le plan qu'Éric Girard nous a présenté, c'est ça. Essentiellement, ce que ce budget-là nous laisse comme impression, c'est que, il a écrit toute la partie des dépenses, toute la partie des revenus, puis à la fin, il y avait un budget de 5 ans avec la loi sur l'équilibre budgétaire. Fait qu'il a mis un plan, on va dire, écoutez, on va prendre ces revenus-là qui n'auront pas lieu, on va prendre 2 milliards qu'on ne sait pas comment on va les chercher, puis on va espérer que tout va bien aller, puis c'est comme ça qu'on va équilibrer le budget. Essentiellement, c'est quelque chose sur un coin de table, c'est pas un plan qui est sérieux, c'est pas un plan qui est concret, puis il manque énormément de détails. Êtes-vous d'accord avec M. Fortin quand il dit la dette, faut mettre ça en contexte, là, c'est le PIB, puis elle est moins élevée par PIB qu'il y a 10 ans. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une bonne chose qu'elle soit moins élevée qu'il y a 10 ans par rapport au PIB, mais c'est une année qui est un peu partielle, parce que le fédéral nous dit, écoutez, c'est pas si pire, on a juste un petit pourcentage du PIB envers aux autres. Le provincial nous dit un petit pourcentage, le municipal aussi. C'est parce que la dette, je veux dire, il y a un seul contribuable qui la paye. C'est nous tous qui payons ces dettes-là. Mais au final, quand on additionne le municipal, le provincial puis le fédéral, d'après les chiffres de l'OCDE, on est plutôt autour de 100%, 110% du PIB en dette. Donc c'est pas, on n'est pas dans cette situation aussi rose que M. Fortin nous l'indique. Et qui plus est aussi, faut pas oublier que cette dette-là, même si elle est gérable, ça nous coûte beaucoup d'argent. Cette année, on va dépenser à peu près 9,7 milliards en paiement d'intérêt. Je sais que c'est des gros chiffres, c'est difficile à visualiser, mais essentiellement, c'est à peu près autant d'argent que ce qu'on envoie au ministère de la Famille. Donc, tout le réseau des CPE, là, ça coûte un peu moins cher à opérer que ce qu'on envoie en paiement d'intérêt sur la dette. Moi, je crois personnellement qu'on devrait essayer de ne plus avoir de dette, de réduire cette dette-là pour que ce 9,7 milliards, on puisse faire autre chose avec, que ce soit investir dans les programmes sociaux, comme je crois que M. Fortin dirait, ou dans mon cas, le laisser dans les poches des contribuables. Est-ce que M. Fortin est encore là? Oui, je vais juste vous ramener tous les deux en conclusion. Êtes-vous étonné, d'abord, M. Fortin, êtes-vous étonné que dans ce budget, il n'y a aucune mention d'une espèce de département d'efficacité gouvernementale comme on voit aux États-Unis, où on passe à travers les programmes, puis on va garder ceux qui sont efficaces, ceux qui se rendent à la population, puis on va enlever tout ce qui ne fonctionne pas. Ben, heureusement qu'il n'y ait pas ce type de pensée magique encore au gouvernement du Québec. Cette espèce de pensée magique qu'on va amener une troupe de choc au niveau de la gestion qui va analyser les programmes, dire ça marche pas, puis qu'après ça, il va y avoir un ménage. Ça ne marche, ça ne fonctionne tout simplement pas. Là. Santé Québec, c'est un peu l'idée de faire ça en santé. Ben oui. Et vous irez voir du côté de la Grande-Bretagne, l'équivalent de Santé Québec, NHS England, on vient d'annoncer son abolition. Ah oui. Un rapport indépendant. Vous le mentionnez, mais excusez-moi, là, mais vous le mentionnez, mais j'ai appris dans les journaux, 77% du budget de la santé est géré par Geneviève Biron, présidente de Santé Québec, qui n'a pas été élue. Et c'est la Elon Musk du Québec, là. Je suis désolé, mais elle n'a aucune légitimité. On entre dans une logique où les États promettent une forme d'efficacité éclair avec des espèces de technocrates qui ont des pouvoirs quasi dictatoriaux. Et non seulement c'est antidémocratique, mais ça ne fonctionne pas. Okay. Et la Grande-Bretagne vient tout juste... La Grande-Bretagne a spécifiquement dit qu'elle remettait le contrôle de la santé dans les mains démocratiques. Et il abolit l'équivalent de Santé Québec en Grande-Bretagne. Ouais. Parfait, j'ai compris ça. Ouais. Monsieur Fortin, merci. Monsieur Brassard, la même question, là. Êtes-vous étonné qu'il n'y ait pas eu d'annonce de dire, nous, on va avoir un département d'efficacité. La pertinence des dépenses, là, on va se pencher là-dessus.
Ça m'étonne pas venant de ce gouvernement-ci. Malheureusement, c'est quelque chose dont on aurait besoin. Peut-être pas dans la façon dont c'est fait aux États-Unis. Il y a quand même beaucoup de choses questionnables qui sont faites. Mais cette idée de faire une révision des dépenses, vous savez, on l'a fait pendant très longtemps. On a eu la commission de la révision permanente des programmes qui avait été mise en place par le gouvernement libéral, qui a Madame malheureusement été Robillard. abolie par la CAQ. Ben, exactement. Et donc, il y a déjà eu des mécanismes comme ça, puis il y a des moyens de faire une révision. Ça serait quelque chose qui ferait du bien. On a quand même augmenté les dépenses de presque 60% de la CAQ est au pouvoir. J'ai de la misère à concevoir qu'il n'y a pas de gaspillage là-dedans. Et je dois avouer, quand je lis le journal à tous les matins puis que je vois des scandales comme ça clique, par exemple, je me dis que ça ferait beaucoup de bien d'avoir quelqu'un qui passe en revue ces programmes-là. Très bien. Renaud Brassard, VP de l'Institut économique de Montréal. Merci aussi à vous. Bonne journée, bonne année de ce nouveau budget. Tout le monde va avoir beaucoup de plaisir. Merci, messieurs. Merci.